Nous revoilà donc devant le texte de Du Bellay. Vous avez face à vous votre cahier, votre classeur, de quoi écrire, de quoi prendre en note. Et je vous invite, à chaque fois que je l'indiquerai, à arrêter le déroulement de la vidéo de façon à pouvoir vous confronter aux différents exercices que je m'apprêterai à réaliser. L'idée étant évidemment de continuer à vous entraîner et à progresser dans l'acquisition des compétences d'explication de texte, de lecture de texte, et pas seulement d'enchaîner de jolies explications de texte que j'aurais réalisées, ce qui serait un petit peu un non-sens. Donc, vous venez de le travailler, donc je me permets de ne pas le relire. Il s'agissait pour vous d'identifier les différents mouvements. Donc, quant à moi, j'ai identifié deux grands mouvements. Le premier mouvement va concerner les trois premières strophes, c'est-à-dire les 2 quatrains plus le tercet que je réunis pour la raison suivante, c'est que les trois premières strophes vont être des descriptions d'éléments du corps de la femme. Et j'ai laissé de côté la dernière strophe, dont je vais faire mon deuxième mouvement, parce que dans cette dernière strophe, Du Bellay s'intéresse à l'intégralité du corps de la femme. Donc on passe d'un blason proprement dit à finalement une vue d'ensemble du corps de la femme. Nous continuons à fonctionner comme nous fonctionnons en cours, c'est-à-dire que nous venons d'identifier les mouvements du texte. On va se saisir de chacun de ces mouvements pour identifier à l'intérieur des faits remarquables. Donc, on s'intéresse d'abord évidemment au premier mouvement. Je vous invite à arrêter la vidéo, à essayer de repérer ce que vous en auriez déduit. Et puis, je vais de mon côté continuer l'explication de texte. Donc, si je m'intéresse à ce mouvement, ce que je remarque en premier lieu, c'est que nous sommes dans le début d'un sonnet rédigé en alexandrin. Donc, nous sommes dans une poésie assez noble. Je vous donne une petite indication culturelle que je vous demande de noter, de remarquer. Au XVIe siècle, au moment où Du Bellay compose son poème, il y a une mode dans la poésie, et cette mode, c'est celle des sonnets pétrarchistes. Alors, vous voyez que d'ailleurs, dans la diapositive, j'ai oublié le S à pétrarchiste. Vous pouvez évidemment le rajouter par vous-même. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sonnet pétrarchiste? Un sonnet, vous le savez, de quatrains de tercet. On est influencé à l'époque par un Italien, Pétrarque, qui va être le premier à inventer le sonnet. Le sonnet n'existe pas jusque-là. Il invente le sonnet et il compose tout un recueil de poésie dédié à sa belle. Et ce recueil de poésie va avoir un succès incroyable en France. Tant et si bien que les poètes français vont s'approprier cette poésie à la fois en reprenant l'idée du sonnet, donc la France va intégrer le sonnet dans sa poésie en l'influant, en le distordant un petit peu, mais on ne va pas rentrer dans les détails. On va adopter également la poésie amoureuse qui va connaître un succès incroyable à la suite de Pétrarque. Et puis, on va utiliser une esthétique qui est celle de Pétrarque avec des caractéristiques très nombreuses que je ne vais pas détailler, mais ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il s'agit d'une poésie dans laquelle Pétrarque va être dans l'éloge de la femme, dans l'éloge en particulier du corps de la femme, mais également de sa pureté. On va être dans une poésie qui est très dans l'émotion, et on va être dans une poésie qui va réemployer régulièrement des expressions et des images un peu toutes faites. Je pense en particulier à une image pétrarchiste qu'on retrouve très 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 souvent et qui est l'image de la flèche qui se plante dans le cœur. Donc ici, ce qu'on peut remarquer en premier lieu, c'est donc que Du Bellay va s'inspirer des sonnets pétrarchistes pour créer son propre sonnet. Deuxième chose que je peux remarquer, c'est évidemment l'anaphore qui ne concerne pas tous les vers, mais quand même la grande majorité des vers.
de ce O sans H. O sans H, c'est ce qu'on appelle une interjection lyrique. L'interjection lyrique, elle est un signe d'émotion de celui qui s'exprime, mais elle est aussi un signe de dévotion. La femme est envisagée comme une déesse ou en tout cas comme une mortelle au-delà des autres, devant laquelle on entre l'échine baissée en quelque sorte, l'échine courbée. Donc on est ici dans une poésie amoureuse qui présente une femme qui est au-delà des mortels. C'est un signe évidemment du lyrisme du poème, c'est-à-dire, je vous rappelle, le lyrisme qu'on a défini ensemble précédemment. Le lyrisme, c'est une expression du sentiment qui transforme le sentiment en quelque chose d'exceptionnel et qui va s'appuyer pour cela aussi bien sur les mots que sur le son, sur le rythme. Dans le lyrisme, vous entendez le mot lire, donc il y a quelque chose de musical là-dedans. On est dans l'éloge amoureux. Et effectivement, on peut remarquer que on a un lexique qui est lié à l'amour, notamment le terme énamouré. On a également des exclamations très nombreuses, ainsi que le vœu, la transcription de l'émotion et aussi le fait de s'inscrire dans une poésie qui est héritière de Pétrarque. Et on peut déjà se faire une remarque, c'est que cette émotion, ces exclamations, elles sont vraiment ici très très nombreuses. La lecture du poème à laquelle je me suis livrée est extrêmement malaisée. Elle est rendue très difficile par ces nombreuses exclamations. On est dans l'expression absolument outrancière de l'émotion. On peut remarquer également, dans les remarques qu'on peut faire sur ce premier mouvement, la présence de la première personne du singulier. Je ne puis honnêtement nommer. Donc, un discours à la première personne et un discours qui s'adresse. Il s'adresse pas à la femme, il s'adresse aux éléments du corps de la femme, vous, face dorée, vous, beau grand tétin, etc. Donc, on est dans une déclaration amoureuse, en quelque sorte. On peut remarquer également que dans chaque distique c'est 2 vers, dans chaque distique, un nouvel élément du corps précis et repris. Nous avons les cheveux, plus généralement le visage dans le premier distique, les cheveux, le front, la face. Nous avons des détails un petit peu plus précis du visage dans le deuxième distique, les yeux, la bouche. Nous avons ensuite dans le troisième distique les dents, puis la gorge. Alors là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne dans la mesure où pour le quatrième distique, on va avoir effectivement la poitrine. La gorge est à entendre ici comme la naissance des seins et les tétins. Maintenant, vous le savez, depuis que nous avons si longuement parlé tétins en cours de français, le tétin est un sein. Et ensuite, nous avons donc la main, la cuisse et la jambe, donc la cuisse, la jambe en général. On peut remarquer, quand on étudie ces différents éléments, que nous avons un mouvement descendant qui part du haut vers le bas. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en général, quand on compose une poésie amoureuse, on a tendance à faire l'inverse. Non pas qu'on s'intéresse d'abord aux pieds puis aux cheveux, mais en règle générale, dans toute représentation artistique, le mouvement descendant est plutôt négatif et le mouvement ascendant, celui qui monte, parce qu'il s'élève vers autre chose que l'être, est symboliquement plus positif. Il n'empêche qu'on a un éloge. Donc un éloge, on a à chaque fois des éléments du corps qui sont associés à des expansions nominales. Expansion nominale, maintenant vous le savez, on a fait une leçon de grammaire dessus, sur laquelle vous aurez d'ailleurs un contrôle d'ici peu. Je vous invite à regarder le planning de travail que je vous ai envoyé. Donc on a un poème descriptif. On a des expansions nominales qui sont liées à l'éloge, beau, belle, délicate par exemple, au grand, grande bouche, large, tout, sans, alors au grand entendu un peu largement, hein, c'est-à-dire que tout et sans c'est le grand nombre.
Et puis également un lexique qui est lié à la préciosité, l'argent, l'ébène, doré. Bon. On pourrait même ajouter un lexique qui est lié à la délicatesse, puisqu'on a la cuisse délicate, par exemple. On a également deux adverbes qui participent à cet éloge, honnêtement, mignonnement, donc les deux sont plutôt positifs, mais on peut remarquer que cette présence des adverbes, elle est un petit peu étonnante, dans la mesure où, ordinairement, les adverbes qui se terminent en -ment sont bannis de la poésie, au XVIe siècle en particulier, mais ça se poursuit par la suite, parce que ce sont des adverbes un peu faciles. Ils relèvent du langage un peu courant, et donc ils sont méprisés par la comédie, par la poésie, pardon. Honnêtement n'est pas un mot d'une grande poétique. Et cette remarque sur la présence de ces deux adverbes, eh ben, elle va m'amener à me poser la question de cet éloge. Parce que ce blason, en fait, il pose quand même des questions. Si je reprends le premier sonnet, je peux me dire que, certes, nous sommes dans un éloge, mais on est aussi dans une mention très évidente de la vieillesse. Les cheveux d'argent, et je vous interdis de sourire devant vos écrans, les cheveux d'argent sont évidemment des cheveux blancs, donc liés à la vieillesse. Vous avez également la face dorée. Alors la face dorée, évidemment, évoque la préciosité, mais elle évoque aussi cette face dorée, une face qui a perdu sa blancheur. Donc une face un visage un peu altéré par le temps. Vous avez plus loin les dents d'Éden. Alors bien sûr qu'elles sont belles, ces dents d'Éden, mais elles sont noires, donc abîmées. Vous avez également les plis figurés sur la poitrine. Les plis, on peut entendre évidemment les rides. Les grands étains, on peut entendre également ici l'évocation de seins qui se sont affaissés sous l'œuvre du temps. Donc vous voyez que ce blason, qui peut se lire comme un blason, un éloge de la femme, est aussi, dans le même temps, un contre-blason selon l'angle avec lequel on l'analyse. Autre chose qui questionne dans ce blason, c'est qu'on a deux remarques extrêmement grivoises. Extrêmement grivoises, c'est-à-dire pornographiques. Alors, quelles sont ces deux remarques? La première, c'est la bouche. La bouche, c'est le lieu du baiser, donc c'est une partie du corps qui figure assez couramment dans la poésie amoureuse. Mais là, la grande bouche honorée pose un problème parce que le mot honoré est un terme polysémique. On honore un dieu, on honore une déesse. Ça, c'est le premier sens du terme, c'est-à-dire qu'on lui rend hommage. Et le deuxième sens du terme, qui est un sens pornographique, un sens grivois, quand on honore une jeune femme, cela signifie que on l'invite dans sa couche. Alors, si la grande bouche est honorée, qui d'un large repris retrousse tes deux bords, eh bien, ça pose la question quand même d'un espèce de sens pornographique du poème, et je ne m'étendrai pas parce que je sais que vous êtes déjà en train de le faire, sur ce que pourrait signifier le rôle de la bouche dans ce poème. Également, ce que l'on peut remarquer, c'est une deuxième indication de grivoiserie, de pornographie à la fin du poème, ce que je ne puis honnêtement nommer. Ce que je ne puis honnêtement nommer, ce que je ne peux nommer, ce que je ne peux pas nommer sans être malhonnête, alors ça pose là aussi une question. Et on se retrouve encore une fois face à un vers polysémique. Soit le poète évoque le sexe de la femme et dit qu'il ne peut le nommer parce que il est pudique et qu'il ne veut pas évidemment mettre ce sexe de la femme sur la place publique, soit il ne peut honnêtement le nommer parce que c'est un objet de dégoût que ce sexe-là, et que ce sexe de vieux, de vieille en l'occurrence, qui évoque
du dégoût, il ne peut pas le nommer simplement par égard pour son lecteur. Enfin, dernière chose que je remarque sur ce premier mouvement, c'est une rime un petit peu facile et peu noble, la rime en « ette », grassette, grossette. Là encore, on a deux termes qui n'ont rien à faire dans de la grande poésie. J'ai fini ici mes remarques sur le premier mouvement. Je m'attaque donc au deuxième mouvement. Alors, le deuxième mouvement, le dernier tercet, donc. Là encore, je vous invite à arrêter votre vidéo, à réfléchir de votre côté sur ce que vous en feriez et puis à revenir à moi ensuite. Quant à moi, je continue mon explication de texte. Dans ce deuxième mouvement, première chose que je remarque, c'est que la femme est transformée en une déesse. Elle est divine. Alors là, j'ai rajouté un S à divine beauté. Vous l'ôterez vous-même. Je l'ai rajouté dans le corps du poème. Vous l'ôterez. Sans doute est-ce que je voulais me faire pardonner le fait que j'avais oublié le S de pétrarchiste. Donc vous effacez le S et on revient à l'analyse de notre poème. La femme est devenue une déesse, elle est divine. Et le poète, par contre, en regard, est mortel. Pour être mortel, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un homme. On a une mise en valeur de la femme. On a également une adresse à la femme. Cette fois-ci, le poète ne s'adresse plus aux parties du corps, mais à la femme. Pardonnez-moi de grâce. Ce pardonnez-moi, donc vous aurez reconnu l'usage de l'impératif à valeur de prière. C'est une posture d'humilité du poète. Il se tient humble devant la dame, il est immortel, elle est une déesse, et cette posture n'est pas sans évoquer l'amour courtois. Alors je fais un petit point, je vous demande de prendre en note ce que vous en retiendrez. L'amour courtois, c'est une façon que la littérature a de présenter l'amour au Moyen-Âge. Nous ne sommes pas au Moyen-Âge dans le poème de Du Bellay, on est au XVIe siècle, mais c'est un héritage du Moyen-Âge. Alors l'amour courtois, c'est quoi? L'amour courtois, c'est la mise en scène dans l'art de relations amoureuses idéales. Et ces relations amoureuses, elles sont très codifiées et elles vont obéir à des règles très précises. Tout d'abord, il faut que la dame soit plus âgée, soit socialement plus importante que l'homme et qu'elle soit mariée. Deuxième règle, l'homme doit être un jeune chevalier. L'amour courtois ne concerne évidemment pas le bas peuple. Hein. On est dans une représentation littéraire, donc on est dans une représentation qui ne s'intéresse au Moyen-Âge qu'à la noblesse. Ce jeune homme va s'engager auprès de cette femme, il va lui offrir son amour, son amitié, dit-on, et lui déclarer sa flamme, et devenir brave, devenir courageux, accomplir des exploits pour elle. En réponse, elle lui accordera également son amitié, et elle lui permettra donc de se réaliser, elle lui permettra de devenir l'homme preux et courageux qu'il doit devenir, et elle lui permettra également de venir lui parler et de porter ses couleurs lors des tournois. Dans les faits, pas dans les faits, pardon, je garde les faits pour tout à l'heure. Dans les règles en question, je vous ai dit que la femme était mariée, il ne s'agit pas, a priori, de tromperie, dans la mesure où l'amour courtois est un amour platonique. Il s'agit pour l'homme d'offrir son amour un peu sans espoir à une femme. À ce moment-là, s'invente en France quelque chose que vous connaissez bien et qui est encore d'usage aujourd'hui. Pour montrer son amour, son humilité, son dévouement à la femme, l'homme va faire quelque chose qui normalement est réservé au geste que l'on offre à son seigneur. Il va mettre un genou à terre devant elle. Ce genou à terre devant elle, c'est la posture du chevalier que l'on adoube. Donc c'est une façon de reconnaître à la femme une importance qui est égale à celle du Seigneur que
que le chevalier défend. Et une importante qui est juste en dessous, puisque dans l'adoubement, on n'a qu'un genou à terre, juste en dessous de la posture de la prière dans laquelle on a 2 genoux à terre. Devant Dieu, on est à genoux, les 2 genoux à terre. Devant son Seigneur, on a un genou à terre. Et devant la Dame, on a un genou à terre. Alors, pourquoi je vous dis, vous connaissez cette posture? Parce que nous l'avons conservée. Nous l'avons conservée lors des demandes en mariage, par exemple. L'amour courtois, ça va être un mouvement qui va influencer les relations amoureuses européennes pendant de très nombreux siècles, et aujourd'hui encore. Voilà donc pour ce qu'est l'amour courtois en littérature. Dans les faits, nous voilà enfin rendus aux faits. Dans les faits, la question de l'amour platonique pose quand même une vraie question. Et on sait aujourd'hui que l'amour courtois, dans les faits, dans la réalité, pas dans les livres, mais dans la réalité, ne se contentait jamais de relations platoniques. Et qu'il s'agissait simplement d'une façon que l'on avait trouvé de justifier des relations amoureuses qui n'existaient pas dans le mariage, puisque le mariage était un contrat que l'on passait. On ne se mariait pas par amour, c'était une aberration qui aurait sans doute fait rire à l'époque, à peu près comme nous fait rire l'idée de se marier sans amour. Donc on se marie par contrat pour agrandir un bien, pour une terre, pour confirmer une position politique, pour faire des enfants parce qu'il faut des enfants pour la lignée. Et puis, on a des relations amoureuses par ailleurs, et ces relations amoureuses sont justifiées par l'amour courtois, qui prétend être platonique. Certaines poétesses, femmes, et je pense en particulier à une poétesse fabuleuse qui s'appelle Christine de Pisan, vont évoquer cet amour courtois comme un piège tendu par les hommes à l'égard des femmes. Pourquoi je dis ça? Parce que, et après j'en finis avec cette longue digression, parce que l'amour courtois place un homme et une femme dans une position de partager un secret. Or, si ce secret se sait, eh bien l'homme ne risque rien et la dame voit sa réputation s'effondrer, son mari l'a renvoyée, bref, il ne lui reste concrètement à peu près que le couvent ou la mort. Donc, fin de la digression, on retrouve ici dans le poème la posture d'humilité du chevalier face à la dame dans l'amour courtois. Autre remarque sur ce deuxième mouvement, le fait que le corps est évoqué dans son intégralité. On a un beau corps transparent. On retrouve ici les anaphores qu'on a évoqués plus haut, avec l'anaphore de l'interjection lyrique. On retrouve également les exclamations qu'on a évoquées plus haut. Nous sommes donc toujours dans un éloge, dans un blason, et on a le lexique de l'éloge, avec le beau répété. Alors la répétition est toujours une mise en valeur. Le divin qui est évoqué et que j'ai déjà mentionné plus haut. Il n'empêche que, ici aussi, on peut se questionner sur cet éloge. Elle a, cette femme, de beaux membres de glace. Certes, on peut imaginer que ça évoque la délicatesse des attaches, elle est extrêmement mince. Sauf que au XVIe siècle, la minceur n'est pas gage de beauté, bien au contraire. Il s'agit donc sans doute ici bien plus d'une évocation de la vieillesse de cette femme. Le beau membre de glace, c'est le membre qui se brise parce que cette femme est vieille et que, alors on ne parle pas à l'époque d'ostéoporose, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et de la même façon, si pour être mortel, je n'ose vous aimer, on peut se questionner sur le « je n'ose vous aimer ». Est-ce qu'on a ici une posture d'humilité « Madame, je n'ose pas vous aimer, donnez-moi la permission de le faire » ou est-ce qu'on a au contraire une plaisanterie du poète « Je n'ose pas vous aimer parce que vous êtes, madame, tout à fait rebutante ». On arrive à la fin de notre explication. Vous avez tout un tas de remarques. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous voyez déjà se dessiner 2 axes. Et moi, je vous demande évidemment d'en trouver 3.
Alors, demain, on travaille sur le commentaire de ce poème. Je vais créer une vidéo qui proposera une correction de ce commentaire. Je vous demande par avance, sans vous obliger à le faire, mais en vous rappelant que la situation vous oblige à prendre en main vos apprentissages, à ne pas être dans une posture passive, parce que la posture passive ne peut pas fonctionner dans le téléenseignement. Donc, vous réfléchissez aux 3 axes que vous pourriez proposer. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez mettre vos idées en commentaire de l'article sur le blog. Et puis, dès que j'ai une seconde à moi, je viens les corriger. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout cette explication. Et puis, il me reste à vous dire à demain 9 h devant le blog et à vous souhaiter une bonne journée.